Le 16 mars 2023, La Liberté a organisé toute une journée de conférences sur les thèmes de la cybercriminalité et de la cybersécurité, ici à Saint-Boniface, à Winnipeg. Cette journée riche en informations, grâce à la présence d'experts dans le domaine, n'aurait pas pu voir le jour sans nos bailleurs de fonds. Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et la Société de la francophonie manitobaine. Le SQRC, dans une volonté de rapprocher la francophonie, nous a permis de faire venir des experts jusqu'à Winnipeg et d'avoir ainsi accès à leurs connaissances, en personne. Et nous le remercions chaleureusement. La Liberté tient également à remercier la Manitoba Law Foundation, un partenaire précieux qui nous a permis de créer un magazine. Car oui, en parallèle de cette journée de conférence, nous avons publié un magazine en anglais et en français sur les mêmes thèmes, intitulé « La cybercriminalité pour y voir plus clair ». Ce magazine de 88 pages a pour vocation de sensibiliser les potentielles victimes de fraude, de leur permettre de comprendre l'écosystème de la cybercriminalité, de mieux détecter la malveillance derrière des arnaques qui sont de mieux en mieux rodées, et finalement, d'adopter une meilleure hygiène numérique. Ce magazine est disponible sur le site web de La Liberté ou bien directement dans nos bureaux. Parce que nous sommes tous, quand on rentre chez soi, des individus, cette troisième et dernière conférence organisée par La Liberté s'adresse à toute la population. Car la cybercriminalité et la cybersécurité, c'est l'affaire de toutes et tous. Cette conférence, en partenariat avec l'Association des juristes d'expression française du Manitoba, se déroule au sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface, que nous remercions chaleureusement pour son accueil. Nos 4 panélistes sont Ficilia Rim, coordonnatrice scientifique à la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité et cofondatrice de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Hakim Laniel Lanini, directeur de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Bertrand Milot, président-directeur général de Cybersecurity Bradley & Rollins et conférencier en cyberintelligence. Et Adrien Lassalle, expert en cybersécurité chez Bradley & Rollins. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Tariq de venir nous parler. Il est directeur général de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Et je vais lui passer la parole pour dire finalement pourquoi est-ce qu'il a décidé de se joindre à nous dans cette aventure-là. Merci beaucoup, Sophie. Alors, c'est avec plaisir que je vous parle aujourd'hui au nom de l'AJFM ou de l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. Je pense que vous allez vraiment profiter d'une présentation super intéressante, super importante, qui va vraiment qui affecte tout le monde de toutes les manières possibles. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille à bien écouter. Et puis, bon, à l'Association des juristes, nous avons, je vais juste glisser le mot, le Centre Info-Justice Manitoba, qui est un service gratuit pour poser des questions sur tout ce qui est justice. Et puis parfois, c'est mieux de même attendre après qu'on en soit victime, malheureusement, de poser des questions. Je pense que ça va être, j'espère, un thème qui va peut-être revenir aujourd'hui. C'est de s'informer, c'est vraiment la raison pourquoi on est là aujourd'hui. On peut avoir toutes sortes de différents rôles, c'est vrai, mais à la fin, on est des individus. Moi-même, j'ai reçu un courriel drôle que je me suis presque tombé piège, un courriel, un email la semaine dernière qui dit « Oh, je pense que vous connaissez cette personne, vient de décéder. » Et puis, on me propose un lien pour appuyer. Et puis là, directement, on me demande de mettre mes informations, mon nom, mon courriel, mot de passe ou quelque chose. Et je me suis dit « Bon, je suis plus tellement certain là. » Mais vraiment, c'est parce que en collaborant sur ce magazine, en étant exposé à vraiment ces thématiques qui reviennent de plus en plus, je me suis dit, OK, c'est peut-être quelque chose de drôle, ça. Mais c'est vrai que ça m'a piqué l'attention. Même à ça, j'ai presque failli mettre mes données là-dedans. Je suis vraiment gêné de le dire devant ce panel-là. Mais ça arrive à tout le monde. C'est ça, c'est vraiment... et puis souvent, on va jouer sur justement l'urgence. Il faut mettre ces données-là maintenant pour avoir votre remboursement une fois que ce soit. Faites attention à ces urgences qu'on peut exprimer dans ces messages par courriel, par téléphone, quoi que ce soit. Une mesure de défense que je me suis servi parfois, quand c'est au téléphone en tout cas, on dit « Oh, hello, this is Service Canada ». Et directement, je dis « Ah ouais, j'aimerais un service en français, s'il vous plaît ».
Et puis là, ça accroche. Alors, on peut quand même en profiter de ce côté. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là, juste pour assister à cette présentation que je suis certain va être super intéressante. Et puis, finalement, je remercie la Liberté pour cette super belle initiative. Vous allez entendre que les cybercriminels, c'est pas des gens dans des sous-sols qui font du n'importe quoi. C'est effectivement des professionnels. Ils peuvent même travailler dans des bureaux ensemble dans différents pays. Ils sont organisés. Alors, pour aider à combattre contre ça, ça fait vraiment une belle chose pour nous, pour la société, d'avoir des telles initiatives comme ce magazine de la Liberté pour nous aider à rester informés, à nous renseigner. Alors, sans plus tarder, voilà, je vous souhaite la bienvenue et belle séance, et puis merci beaucoup. Alors, pour parler de cybercriminalité, on a besoin d'experts. Parce que les journalistes, ils peuvent parler à des experts et puis vulgariser, mais on n'est pas des experts. Alors, on a invité les experts ici pour vous. Ils sont là. Alors, je vais vous présenter, juste à ma droite, Ficilia Rim, qui est la coordonnatrice de la chaire de recherche dans la prévention sur la cybercriminalité. C'est ça. Et cofondatrice de la chaire de la clinique de cybercriminologie. À sa droite, son collègue Hakim Lanani, qui est aussi cofondateur de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal et directeur de la clinique. À sa droite, Bertrand Milot, qui est PDG d'une entreprise en cybersécurité, en cyberintelligence et conférencier. Bertrand a aussi un background en cybercriminalité, en cybersécurité, pas en cybercriminalité du tout d'ailleurs, en cybersécurité. Il a un background assez impressionnant aussi là-dedans. Alors, nous avons aussi Adrien Lassalle, qui est là-bas, à droite, qui travaille avec Bertrand chez Bradley & Rollins en cybersécurité. Voilà, donc on va peut-être commencer, puis moi je me présente, Sophie, directrice et rédactrice en chef de La Liberté, avec ma fabuleuse équipe qui est ici, et que je remercie d'avoir rendu tout ça possible. Alors, maintenant que les panélistes sont passés, on va peut-être passer à... Voilà. On aimerait vous poser des questions, les experts, sur c'est quoi les cybermenaces que nous pouvons rencontrer en tant qu'individus. C'est quoi les plus fréquentes? À quoi est-ce qu'on devrait faire attention? Finalement, qu'est-ce que c'est la cybercriminalité et comment est-ce qu'elle se manifeste? Hakim, t'as parlé en premier. Bon, bonjour tout le monde. Les menaces auxquelles vous êtes le plus exposés généralement, c'est vraiment, on le sait, ça vient tout de suite à l'imaginaire, c'est les tentatives d'hameçonnage, que ce soit par courriel ou que ce soit par téléphone. C'est comme ça que les cybercriminels vont essayer de vous rejoindre le plus souvent. Mais ça commence comme ça, mais après ça, on développe un stratagème justement de fraude. Tariq en a parlé justement en parlant de la manipulation émotionnelle que les fraudeurs vont utiliser pour vous faire tomber dans leur piège. Ils vont vous présenter une belle offre, ils vont mettre un sentiment d'urgence pour que vous cliquez sur le lien et que vous passez à l'action, que vous donnez justement vos informations personnelles, vous les rentrez, bien évidemment. Mais mis à part toutes ces fraudes-là, essentiellement, les cybercriminels essayent de vous déjouer votre bienveillance, votre raisonnement justement à la prévention et à la détection des fraudes en jouant surtout sur l'élément de l'urgence. Donc, on a une réaction émotionnelle et c'est comme ça qu'ils vont vous faire passer à l'action en divulguant des informations. Les menaces qui vont suivre, c'est surtout à l'hameçonnage, mais qui vont vous amener à perdre contrôle de vos différents comptes, vos comptes de médias sociaux, vos comptes en ligne, vos comptes bancaires et ces informations-là. Bertrand, est-ce qu'il y a des... Donc, l'hameçonnage, si je comprends bien, c'est je reçois un courriel, il faut que je clique sur quelque chose et c'est ça et en fait, une fois que j'ai cliqué là-dessus, je suis piégé. Est-ce que c'est ça, Bertrand? Alors, ça n'arrive pas forcément que par courriel. Il y a donc ça, on appelle ça le phishing, donc le email classique, ce que vous connaissez. Mais il y a aussi le smishing, le SMS phishing, donc c'est le phishing par SMS. Donc vous avez peut-être déjà reçu des SMS qui disent que vous avez un retour d'impôt ou qui vous propose de vous connecter à votre banque directement avec un lien, donc même chose. Ça, la banque ne fait pas ce genre de choses, sauf si vous lui avez demandé spécifiquement, et je vais revenir là-dessus juste après.
Et il y a le phishing, c'est le voice phishing. Cette fois-ci, c'est le hameçonnage par la voix, donc à travers un appel téléphonique. Et bien sûr, l'utilisation de phishing par personne interposée existe aussi. Donc on peut être la victime d'une victime soi-même. Je voulais revenir sur la notion de quelque chose que vous n'avez pas demandé vous-même. Donc, bien sûr que la banque vous envoie certains SMS pour vous donner un état de votre compte, mais elle vous a proposé d'activer des notifications par SMS avant. Donc elle vous a donné une forme de contrôle, okay, sur ce que vous vouliez faire. Donc elle vous a donné le contrôle de la décision sur « oui, je veux bien recevoir des SMS de la banque ». Donc vous savez déjà que vous attendez à recevoir un SMS de la banque. Ça, c'est la bonne manière de faire, c'est la bonne procédure. Et ce que font les cybermenaces, c'est de ne pas vous donner le contrôle, bien évidemment, et c'est de tenter de vous faire une action contre votre gré. Donc, la manière d'être vigilant, c'est de toujours revenir au contrôle. Si vous n'êtes pas en contrôle de votre action, si vous n'êtes pas décisionnaire de votre action, c'est un bon élément de vigilance à activer. Priscilla, est-ce que tu voudrais rajouter? Je sais que c'est quelque chose que tu vois tous les jours. Oui, comme le mentionnaient mes deux collègues, oui, il y a des menaces qui proviennent des cybercriminels, mais malheureusement, en fait, avec les technologies, des fois, les cybermenaces, ça vient aussi de personnes qu'on connaît ou avec qui on est en conflit. Donc, il y a tout ce volet-là, un peu de ce qu'on appelle les cyberviolences, là. Et c'est vraiment des types de cybercriminalité qui, en fait, sont le produit parce qu'on est en conflit avec des gens, comme pour les jeunes, la cyberintimidation, ce genre de choses-là, dans les cas parfois de violence conjugale, donc on utilise les appareils électroniques de son conjoint, sa conjointe, puis qu'on les espionne dans ce qu'ils font, etc. Donc, la cybercriminalité, c'est vraiment tout ce qui touche avec les nouvelles technologies. Donc, oui, ça peut venir d'extérieur, mais parfois, ça peut aussi, malheureusement, venir aussi de gens qu'on connaît aussi. Et alors, bon, c'est sûr qu'il y a des façons de se protéger. Juste en faisant ce magazine, j'ai eu la chance de vous parler, de vous poser des questions pour moi aussi, un petit peu quand même. Et par exemple, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais moi, j'ai plein d'appels des États-Unis, de l'Ontario, de partout au Canada. Parfois, c'est même un numéro de téléphone winnipégois. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le phishing. Oui, c'est du voice phishing, effectivement. C'est du voice phishing. Et alors, quand je t'en ai parlé, ou quand j'en ai parlé à Kim, je ne sais plus lequel des deux, mais vous m'avez conseillé, par exemple, de mettre une application qui pouvait filtrer. Donc en majorité, ça ne marche pas à 100%, mais il y en a quand même un paquet qui passe à travers cette application qui fait que je n'ai même pas besoin de répondre. Ça m'identifie tout de suite que c'est un spam, en fait, c'est ça? Oui, effectivement. Mais pour revenir à la notion de vigilance, vous allez être toujours la personne qui va être la mieux placée pour vous rendre compte par vous-même qu'il y a un danger. Et donc, même si vous savez que c'est une fraude potentielle ou que c'est quelqu'un au bout du fil qui n'est pas forcément très bien intentionné, on vous conseillera toujours de tout de suite raccrocher, de clore la communication le plus vite possible. Même si vous le savez, même si vous trouvez ça amusant, même si vous voulez être dans le défi, c'est-à-dire d'en savoir plus parce que vous savez que c'est une mauvaise personne, ne le faites pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez qualifier votre téléphone. Les cybercriminels ont besoin de qualifier des numéros, c'est-à-dire ils ont besoin de savoir, oui, il y a quelqu'un qui répond au bout du fil, oui, il y a quelqu'un qui va potentiellement répondre et qui va potentiellement avoir une discussion. Et le fait de qualifier, le fait de continuer la conversation, même si c'est pas, vous avez réussi à éviter cette itération, cette instance, dans le futur, vous aurez peut-être un cybercriminel plus compétent qui va vous appeler avec un scénario peut-être plus convaincant. Donc la non-qualification, c'est le fait de ne pas répondre, le fait de raccrocher immédiatement sans commencer la conversation,
est très très important, parce que même si c'est une personne qui vous connaît ou quelqu'un qui vous veut du bien, croyez-moi, s'il a envie de rappeler, il va rappeler. Ou il cherchera à vous communiquer autrement. Mais sincèrement, encore une fois, ne faites pas le jeu du criminel, même si vous savez que c'est un criminel. Donc on ne demande pas les services en français. Moi aussi je l'ai fait. On ne demande pas les services en français. Juste rajouter, ça se peut que justement, on se fie à notre afficheur. C'est bien beau de dire, on ne reconnaît pas le numéro de téléphone, on ne répond pas. C'est facile. On ne reconnaît pas. Donc, moi, de facto, si vous ne reconnaissez pas le numéro de téléphone, il n'y a pas de raison légitime de se faire appeler par cette institution-là ou pas. On ne répond pas, on laisse tout de suite aller au répondeur. S'il y a un message, on ne rappelle pas le numéro qui nous a appelé, on contacte l'organisation qui nous a dit de rappeler par le numéro de confiance que nous, on est capable d'aller trouver. Puis ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais malgré tout, ils vont jouer justement sur notre curiosité, ils vont jouer justement sur la figure d'autorité qui est utilisée, que représentent justement les gouvernements, les services Canada et tout. Ils vont manipuler justement ce qui va apparaître sur votre afficheur. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement dans les bureaux du gouvernement pour placer un appel comme si ça venait d'eux autres, littéralement. Donc, on ne peut pas se faire son afficheur. La meilleure façon pour éviter ces types d'hameçonnage-là, c'est vraiment de ne pas répondre au numéro de téléphone, de laisser la personne, le fraudeur et tout, placer un message vocal. Et je vais vous dire que la majorité des tentatives de phishing, c'est des machines robotisées qui vont vous envoyer un message, ils ne laissent pas de message vocal. Donc, c'est le premier filtre que vous pouvez avoir à ce niveau-là, c'est qu'il n'y aura pas de message vocal ultimement, donc on oublie ce numéro-là. Juste pour rebondir sur les applications mobiles qui existent, oui, ça protège les téléphones intelligents, mais juste les téléphones intelligents, donc pas les téléphones à la maison. Donc, pour ça, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire avec les téléphones qui sont encore à la maison, autre que laisser aller le numéro qu'on ne reconnaît pas au répondeur. Mais les applications, les téléphones deviennent de plus en plus intelligents, donc pas nécessairement toujours besoin d'aller télécharger une application qui va faire ce filtrage-là pour vous. Certains téléphones commencent à le mettre de facto et à faire ce filtre-là. Ils ne vous exposent pas du tout aux messages textes, aux appels qui sont potentiellement frauduleux. Vous n'avez aucune notification. La seule notification, c'est vous avez reçu quelque chose de potentiellement frauduleux. C'est tout. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire en vous donnant un exemple très simple et de l'autre côté de la barrière, du côté investigation. Nous faisons de l'investigation, donc nous surveillons les cybercriminels, nous essayons de comprendre leur méthodologie, donc nous les surveillons, et parfois nous sommes amenés à interagir avec eux. Donc on a nous aussi notre manière de nous dissimuler pour se protéger d'eux. Et nous utilisons des applications d'investigation qui nous permettent de créer des numéros de téléphone où on veut, avec l'identification qu'on veut, et le nom qui s'affiche, c'est celui qu'on choisit, par nous-mêmes. Et l'activation d'une telle ligne ne prend que quelques minutes. Donc si nous, on peut le faire, les cybercriminels peuvent le faire. On prend les questions, si jamais vous en avez, vous levez la main, on va prendre les questions, on fait comme si on était dans un dîner de famille. Hein. Ok, petite cuisine. Vas-y Chloé. Est-ce que toute la nouvelle technologie du deepfake, c'est vraiment... Deepfake. C'est l'hypertrucage en français, si jamais. Hypertrucage. Hypertrucage, merci. C'est les gens qui sont capables de recréer des vidéos avec comme des visages, comme il y avait quelqu'un qui avait créé comme Tom Cruise, faisant semblant que c'était lui. Et c'est vraiment épeurant comment. Et moi, c'est ça un peu qui me fait peur aussi. Dans toute la question aussi de la preuve, par exemple, dans les procès, c'est juste, je me demande, comment est-ce que ça affecte? Comment est-ce que cette technologie-là? Alors, je vais vous parler du premier cas de deepfaking vocal qui a été réussi, de cybercriminalité, qui est arrivé en 2017. Et c'est un avocat du Royaume-Uni qui a été touché, où tu l'as entendu, et son fils était en voyage, et en fait, c'est facile avec les réseaux sociaux de savoir que le cybercriminel peut tout à fait savoir qui est en voyage, c'est assez simple. Et donc, son fils est en voyage, et le cybercriminel a réussi, avec de l'intelligence artificielle, de faire imiter la voix de son fils, et a fait appeler son père. Et comme quoi il était aux mains de terroristes, là où il était en voyage, et faire payer une rançon. Et la rançon a été payée.
pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, comprenez que l'utilisation de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, l'hypertrucage, vous ne connaissez pas cette expression, j'adore, l'hypertrucage est une réalité depuis 2017. 2017, ça fait déjà 6 ans, donc il y a déjà une certaine maturité des criminels si ça fait 6 ans qu'ils utilisent ce genre de technologie. Et cette maturité, bah oui, il faut savoir qu'elle existe. Si on ne sait pas qu'elle existe, c'est sûr que ça va être très compliqué de pouvoir savoir que ça peut nous arriver. Quelle est la solution vis-à-vis de ça? C'est très très important de toujours être en contrôle. Quand Hakim vous a dit tout à l'heure qu'il faut vérifier par soi-même avec une source publique, même si vous devez rappeler 2 fois la personne, essayez de la contacter autrement, de la faire contacter par quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais assez de vérification dans ces cas-là. Parce qu'on doit se protéger, c'est une réalité, et il y a des solutions, et il faut serrer les coudes, il faut faire marcher la force du groupe pour justement établir 2 cerveaux, toujours mieux qu'un. L'hypertrucage aussi, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Parce qu'on se dit comment on peut imiter la voix de quelqu'un, comment on peut imiter le visage de quelqu'un. C'est parce que l'intelligence artificielle, c'est plus j'ai de données sur quelqu'un, donc j'ai la voix de quelqu'un, plus je peux facilement la reproduire, puis lui faire dire ce que j'ai envie de dire ou reproduire le visage que j'ai envie de faire reproduire. Et dans ce cas-là, c'est certainement que le cybercriminel avait accès à la voix de la personne pour pouvoir l'imiter. Donc nous, en tant que personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aussi, on peut être victime de deepfakes si notre visage, par exemple, est en ligne. Donc le plus on va poster de photos de soi-même, le plus en fait on donne d'informations au cybercriminel parce qu'il va récupérer notre visage. Puis si on prend des photos de profil, le plus on va mettre de photos de différentes sortes de notre visage, ça va lui permettre de reproduire le plus réalistement possible le visage. Donc c'est ça, quand on met ces photos en ligne, on s'assure qu'il n'y a personne d'autre qui a accès, mais même si c'est le visage, ça se voit, mais c'est pareil aussi quand on fait des vidéos, etc. Donc le plus qu'on va mettre d'informations sur soi, le plus on va pouvoir les récupérer et les reproduire après, en tout cas avec le deepfake. Il y a la voix aussi. Donc les vidéos, justement, il y a la voix, donc c'est ça qui est utilisé pour faire une reproduction de la voix de la personne. Mais je ne veux pas vous inquiéter avec les deepfakes. C'est pas encore la meilleure chose au monde. Ils sont encore en train de les développer. Ça demande encore beaucoup de matériel puis beaucoup de données à donner à cette intelligence artificielle-là pour être capable de produire quelque chose de crédible qui est difficilement détectable à l'œil nu, à l'œil humain. Puis en parallèle de ce développement-là malicieux, il y a justement à bon escient des personnes qui travaillent pour des logiciels puis du matériel de détection justement pour contrer l'utilisation d'hypertrucage au jour le jour. Puis je vais juste faire un petit plug pour mes collègues, c'est-à-dire que parfois on a des doutes. Hein. Eh bien, c'est toujours bien de se poser des questions puis d'aller poser les questions aux experts. On a la chance d'avoir au Québec une clinique de cybercriminologie avec des étudiants en doctorat, des personnes qui sont bénévoles parce qu'ils font de la cybercriminologie et de la cybersécurité à l'année longue. Et figurez-vous que la bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent les appels. Donc si jamais vous avez des doutes, eh ben non, je crée de la job comme ça, c'est même pas. Oui, ça crée de la job, mais on l'amène tout le temps parce que notre but, c'est justement de vous aider à être en sécurité en ligne. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone. Notre numéro de téléphone est affiché sur notre site Internet, par courriel aussi. On a un formulaire que vous pouvez remplir à partir de notre site Internet, mais il y a aussi notre site fraude-alerte.ca sur lequel vous pouvez aller remplir un formulaire, signaler une fraude dont vous avez été témoin ou vous avez été victime, et vous avez directement accès à chacun de nos bénévoles qui font de la modération à chaque jour. Donc, vous pouvez poser vos questions directement. J'ai reçu cet appel, j'ai reçu ce courriel, j'ai reçu ce message-là. On communique avec moi. J'ai cette proposition d'affaires d'investissement qui m'est proposée. Et directement, dans les heures qui vont suivre, le lendemain ou plus tard, on va vous donner une réponse. On va répondre à votre question. C'est vraiment ça qu'on veut faire avec cette plateforme-là. Puis elle est super facile d'usage. Et étant donné qu'on ne doit pas être dans l'urgence quand on a affaire à de l'électronique, en fait, je crois que c'est, quand on a fait ce magazine, la chose que j'ai retenue le plus, peut-être, c'est à partir du moment où on sollicite de moi un comportement qui n'est pas normal ou qui est
qui caractérise un moment d'urgence, d'impulsion, etc., c'est que je dois me méfier. Donc, on a le temps de vous appeler et vous nous donnez des réponses. Nous-mêmes, à la Liberté, on a utilisé Ficilia et Hakim il n'y a pas si longtemps. Nous avions un collègue qui cherchait un appartement et l'entreprise lui a demandé son numéro d'assurance sociale pour visiter l'appartement. Mais quand vous êtes nouvel arrivant, parce que là vous faites parce que vous connaissez le Manitoba et vous connaissez l'importance du numéro. Donc, quand on arrive, moi quand je suis arrivée, parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un petit accent, même ça fait 20 ans que je suis là, mais quand je suis arrivée il y a 20 ans, je ne savais pas que le numéro d'assurance sociale servait pour ça, mais ne pouvait pas être donné, etc. Donc, il y a des éléments qu'on a parce qu'on vit ici depuis longtemps, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on a besoin aussi d'aider les gens qui viennent nouvellement au Canada et qui ne connaissent pas ça. Alors, un petit appel à Hakim et Ficilia, et ils nous ont dit que non, c'était pas normal de demander un numéro d'assurance sociale pour visiter un appartement. Vous voyez ? Donc, et parfois, c'est le sentiment d'urgence, parce que on se sent dans l'urgence de donner ça, parce que la personne, le propriétaire, dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de visiter l'appartement, et on sait que c'est pas facile de se loger. Donc, on ne cède pas à la tentation, on prend une petite respiration, c'est moi qui dis ça. Et on appelle la clinique, en tout cas. Les réponses, en fait, quelles sont nos responsabilités? Je vais passer à l'étape d'après, parce que on a compris qu'on était responsable, on sait tous qu'on est responsable de nous-mêmes, de nous-mêmes en tant qu'individus, mais parfois on est aussi responsable de nos enfants, hein, ou d'élèves dans des écoles, de nos parents parfois, qui sont en perte d'autonomie, ou d'enfants ou d'adultes qui sont en prise d'autonomie, d'adultes en situation de handicap intellectuel. Alors, quelles sont nos responsabilités en tant qu'individu pour protéger ces gens-là? Je disais la force du groupe. Si on doit faire acte de vigilance, parce que si on devient une victime soi-même, notre écosystème, notre entourage va devenir potentiellement une victime aussi. Donc penser qu'on est tout seul à être potentiellement une victime, ben non, à la seconde où on devient victime, notre entourage direct devient des victimes. Donc ça vaut aussi pour nos enfants. Si nos enfants deviennent des victimes, ils peuvent nous mettre à risque aussi. Donc c'est très très important qu'on les aide. Je suis moi-même papa d'une petite fille de 3 ans et une fille de 6 ans, petite fille de 6 ans. Autant vous dire que les cyberprédateurs me font frémir quasiment tous les matins où je me lève et tous les soirs où je me couche, avec ce que je vois dans le métier. Et l'école de ma fille a créé une adresse email pour ma fille, sans mon consentement. Parce que c'est comme ça, c'est dans le processus, et ça fait partie de leurs usages. Et donc, à 6 ans, elle a une identité numérique créée par l'école, qui n'est pas sous mon contrôle. J'ai pas eu vraiment le choix de ça. Est-ce que c'est mal intentionné de l'école? Absolument pas. Mais c'est pour vous expliquer qu'il est très nécessaire qu'on aide à l'éducation. Donc on doit s'éduquer soi-même pour aider à l'éducation. Et ça vaut à des personnes en prise d'autonomie. Tu parlais d'adultes en prise d'autonomie. Il m'a été donné la chance de pouvoir faire une conférence en cybersécurité à des gens en situation de trisomie et d'autisme. Et ce sont des gens qui, à une quarantaine d'années, la société essaie de les réintégrer au sein de la société, de leur donner un métier, de leur donner une voix, une autonomie, de ne plus être dépendants. C'est important pour eux, c'est important pour leurs parents. Et naturellement, ça veut dire prise d'autonomie, veut dire aussi accès à l'information, accès à l'identité numérique, accès aux services en ligne, la banque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la banque aujourd'hui qui ne soit pas en ligne? Est-ce qu'on arrive encore à parler comme on veut à des conseillers ou est-ce qu'on nous envoie systématiquement sur les services en ligne? Au Manitoba, oui. Donc, vous comprenez que pour un écosystème complet de la population qui est en prise d'autonomie, que ce soit des adolescents qui
qui n'ont pas utilisé beaucoup d'outils informatiques, il en reste. Et ou que ce soit des adultes en situation de handicap ou en prise d'autonomie, eh bien, on doit les aider. On ne peut pas les laisser tout seuls. Et heureusement qu'il y a la clinique, mais si tous les adultes en prise d'autonomie vous appellent demain matin, je pense qu'il va vous manquer un peu de monde. Et je pense que les meilleurs alliés de la clinique, c'est vous. C'est clairement vous. Oui, puis c'est ce qu'on dit, ce qu'on répète tout le temps, c'est la meilleure façon de sensibiliser la population, peu importe son âge, peu importe la façon de les rejoindre, c'est par la famille. Donc, moindrement que vous avez une habilité technologique, moindrement que vous avez des connaissances ou que vous avez un intérêt pour, c'est justement d'en parler aux autres et de le partager aux autres. À chaque fois que vous introduisez une nouvelle technologie, surtout quand on parle des plus jeunes, quand on parle des enfants, quand on est un parent, puis qu'on est là pour « Ah, mais on va acheter un nouveau jouet à son enfant », mais c'est de soi-même s'éduquer sur les possibilités, les risques, l'usage, les fonctionnalités qui sont à disposition sur cette application-là, ou ce jouet-là, ou cet appareil-là dans son sens, de bien le paramétrer, de bien le comprendre, de le faire avec son enfant, de bien lui expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on le fait, et comprendre et un peu introduire dans le fond sur les risques auxquels il est exposé quand il s'aventure dans le monde qui est là numérique. On connaît très bien les risques du monde réel, mais le monde numérique est juste encore plus large et les menaces sont encore plus grandes. On a besoin justement de cette responsabilité-là personnelle à chacun d'entre nous d'éduquer la prochaine personne. Puis à chaque fois qu'on introduit une nouvelle technologie, il faut comprendre comment l'utiliser de manière sécuritaire ou aider la personne qui va faire son utilisation à le faire de manière sécuritaire. Est-ce que Cécilia, tu veux rajouter quelque chose? Oui, il n'y a pas aussi que les appareils électroniques ou quoi que ce soit. Il y a aussi vraiment son utilisation en ligne. Donc, quand on a des enfants aussi, notre responsabilité, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on poste sur eux. On dit souvent, oui, il ne faut pas poster les photos des enfants, mais il y a plein d'autres informations qu'on peut poster, etc. Puis, c'est d'avoir, si par exemple on poste sur Facebook et que notre compte n'est pas confidentiel, il n'est pas protégé, on met aussi à risque. Donc, on a une responsabilité envers ce que nous on poste aussi, mais aussi envers les gens sur qui on poste. On parle souvent avec les jeunes, où les jeunes nous disent, bah oui, quand vous postez des photos, vous taguez vos amis, il faut leur demander leur consentement. Bah, c'est un peu la même chose avec ses proches, c'est un peu la même chose aussi avec ses enfants. Donc il y a tous ces aspects-là aussi de, pas seulement ces informations personnelles, mais aussi les informations personnelles d'autres personnes qu'on peut être amené aussi à divulguer parce qu'on n'y a pas pensé. Donc il faut penser un peu au-delà de soi-même aussi. Justement, un exemple très récent de cette situation-là. Je vais être papa dans 2 mois. Puis on avait partagé justement l'invitation au shower pour les célébrations. Puis j'avais déjà avisé ma mère comme quoi que je voulais pas aucune information personnelle par rapport à ma vie personnelle sur les médias sociaux. J'utilise vraiment juste ma page Facebook, puis les médias sociaux, LinkedIn et tout, pour des raisons professionnelles. Donc, ce qui est rendu là, c'est que ça ne me dérange pas que ce soit public et c'est tout. Mais malgré cet avertissement-là que j'avais donné avant, puis c'est vraiment pas de mauvaise foi qu'elle a agi, mais elle a repartagé, dans le fond, l'invitation du shower qui a été partagée, qui était accolée sur une image, justement, de l'échographie de mon enfant. Mais j'ai eu une réaction extrêmement émotionnelle, puis je m'en veux tellement, mais j'ai tout de suite appelé ma mère, j'étais en colère, je t'avais déjà dit, pourquoi c'est t'as fait ça, là? Mais c'était vraiment pas intentionnel, mais c'est là, ce que je veux souligner, c'est l'importance du consentement. Faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on pose, pourquoi est-ce qu'on le pose, et surtout, est-ce que c'est nécessaire de le mettre si public que ça, à chaque fois. On peut juste partager la bonne nouvelle directement, comme on le faisait dans le temps, sans les médias sociaux. On plaçait un appel téléphonique et on disait directement à la personne. Donc, on peut faire la même chose avec les médias sociaux, c'est par messagerie privée et autres, si on n'a pas le consentement de la personne de le faire public, mais qu'on l'a de le faire de manière privée. Ça, je n'enlèverai jamais à ma mère cette possibilité de partager sa joie d'être nouvellement grand-mère, parce que c'est la première fois, avec ses amis et tout, mais tant que c'est fait de manière privée. Je trouve ça intéressant parce que quand on a commencé à travailler sur ce magazine, c'est que tout d'un coup, Internet, qui est en fait, on est derrière notre ordinateur, chez nous, on est dans un environnement sécuritaire. J'ai réalisé en vous parlant que dès qu'on crée une adresse courriel, une identité numérique, c'est comme si finalement on ouvrait la porte et les fenêtres de chez nous
pour laisser rentrer des gens. Alors, il peut y avoir des gens super, des anciens copains d'école, tout ça. Puis il y a des gens moins super. Alors, moi aussi, mon fils a 10 ans, il a une adresse courriel créée par l'école. Et quand on parle de consentement, eh bien, je peux dire parfaitement clairement que personne ne m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'une adresse courriel soit créée pour mon fils, alors que ce que je comprends de vous, c'est que ça laisse une porte d'entrée sur mon fils. Et l'autre chose, c'est que, en plus de ça, ça n'est pas venu avec des règles de cyberhygiène. C'est-à-dire que c'est venu avec des règles de cyberintimidation, merci, je suis contente, mais ça n'est pas venu avec des bonnes pratiques d'hygiène numérique. Donc, la protection du mot de passe, c'est le mot de passe qu'on lui a assigné et que tout le monde connaît, que le directeur de l'école connaît, que son professeur connaît, que les conseillères connaissent. Est-ce que finalement, on n'a pas un devoir, et puis là je parle parce qu'il y a aussi des gens dans la salle qui ont affaire dans des écoles, dans des établissements scolaires, est-ce qu'on ne devrait pas aussi accompagner le démarrage dans la vie numérique, est-ce qu'on ne devrait pas l'accompagner systématiquement d'une hygiène numérique impeccable? Parce que je pense que cette éducation-là, nous, on essaie de l'acquérir à 40... enfin, moi, j'essaie de l'acquérir à 45 ans. Je trouve que c'est pas facile. J'aurais aimé que, peut-être, mes enfants, on accompagne cette entrée dans la vie numérique avec ça. Est-ce que vous avez la même chose? Je vais faire une analogie. J'adore cuisiner. Pardon, c'est une passion. Et à force de voir cuisiner, ma petite veut absolument manier le couteau pour couper les légumes. Mais alors, c'est une envie, c'est irrépressible. À tel point que je suis devenu complètement paranoïaque d'un couteau qui traîne. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux pas être paranoïaque au point de mettre des cadenas partout sur tous mes tiroirs. Je ne peux pas m'empêcher de vivre parce que je ne peux pas le faire opérationnellement. Au quotidien, ça ne va pas marcher. Il y a forcément un moment où je vais oublier. Il faut que j'éduque. Et puis, il faut chercher. C'est éduquer, c'est chercher. Déjà, ok, mais éduquer, c'est chercher parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, un couteau, j'ai pas envie de lui laisser un couteau de cuisine dans les mains à 3 ans, je vais pas y arriver, même si je lui donne l'assurance de pouvoir l'utiliser, il y a forcément un doigt qui va partir. C'est une évidence. Alors j'ai cherché, et j'ai trouvé des couteaux en bois qui sont capables de couper des légumes, qui est complètement inoffensif pour l'enfant. Donc, pourquoi je vous fais cette analogie? C'est pour vous expliquer que il faut chercher un petit peu à l'éducation à l'outil. Internet, les réseaux sociaux, c'est un outil. Beaucoup plus compliqué qu'un couteau, on est d'accord. Beaucoup plus capable qu'un couteau, mais tout aussi dangereux. En vrai. Et à tel point dangereux, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Ficia et Hakim tout à l'heure, sur le fait de taguer les photos. Je n'ai pas de compte Facebook pour des raisons évidentes de mon métier. Mais j'y suis quand même. Je suis tagué. J'ai ma présence sur les réseaux sociaux, alors j'ai refusé d'y être. Moi-même, j'ai refusé d'y être. Et à cause de cette non-hygiène, je n'ai pas éduqué mes amis. J'aurais dû leur dire, vous m'oubliez, je n'existe pas, je ne veux pas exister sur les réseaux sociaux. J'ai un compte LinkedIn, hein, je ne suis pas complètement freak non plus. Mais sur Facebook, j'ai dit non. Okay, mais malgré tout, malgré cette volonté, j'y suis quand même. Donc imaginez à quel point c'est compliqué de contrôler ces éléments-là. Donc c'est très important l'éducation et éduquer nos proches. Hakim l'a très bien expliqué avec son exemple, je trouve formidable, merci de nous avoir partagé ça parce que c'est effectivement, comme tu dis, c'est très personnel. Et c'est pour expliquer qu'on a beau faire, même si on a beau être des professionnels, ça nous arrive aussi. Alors, on a compris l'importance de protéger nos données. Il faut qu'on protéger nos données, protéger les données de nos enfants, de nos parents qui sont en perte d'autonomie ou d'adultes en prise d'autonomie aussi.
Mais alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment finalement est-ce que ces criminels tirent profit de ces données. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? On a nos données, nos informations, notre numéro de téléphone, notre date de naissance, des choses qui me semblent pas très très importantes, qui sont sur le dark web. Qu'est-ce qu'ils font avec? Qu'est-ce que ça peut leur donner? Est-ce que je vais aussi cher que ça? Alors, vous avez déjà reçu un appel de votre fournisseur de téléphonie mobile, ou vous avez déjà tenté d'appeler votre fournisseur de téléphonie mobile. Et quand votre fournisseur de téléphonie mobile tente de vous authentifier, n'est-ce pas? Savoir si vous êtes bien le propriétaire du compte pour lequel vous appelez, quelles questions vous pose-t-il? Des questions vraiment personnelles? Votre adresse email? Votre adresse physique? Votre nom, votre prénom? Et est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il vous authentifie? La réponse est pas vraiment. Il vous authentifie sur la rapidité et votre naturel à répondre. Mais, pensez vraiment que c'est ça qui arrête les cybercriminels en vrai? Pensez vraiment qu'un cybercriminel, il s'est dit, attendez, il faut que je cherche dans mes papiers, je m'appelle, ah oui, Michel Tremblay. Oui, c'est ça, je m'appelle Michel Tremblay, c'est ça. Non, évidemment, les cybercriminels, ils préparent bien leur histoire. Ils se disent non, qu'ils sont capables de répondre à cette question. Donc, pour répondre à la question, Sophie, ces données servent à ça. On a encore des institutions qui sont un petit peu vétustes et qui sont encore en train d'essayer de nous authentifier sur des données qui sont aujourd'hui très accessibles aux cybercriminels. Et c'est ça la première utilisation, c'est de se faire passer pour nous. Je pense que l'erreur aussi qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit oh, je suis personne. Je suis personne, donc oui, il peut avoir ma date de naissance. C'est pas grave parce que je suis personne, j'apporte rien à personne. Mais sauf que si vous avez une code de crédit qu'on peut utiliser pour ouvrir un compte bancaire, pour obtenir une carte de crédit. Donc, vous avez des informations qui sont utiles pour les cybercriminels, même si vous pensez que vous êtes personne, vos informations, ça vaut quand même beaucoup d'argent pour les cybercriminels. Puis, faut penser, même une adresse courriel, vous pensez, c'est pas grave si on a mon adresse courriel, mais si vous recevez en fait justement ces courriels d'hameçonnage, qu'on vous promet un héritage, etc., c'est parce que à un moment donné, quelque part, votre adresse courriel a été publique et c'est comme ça qu'ils l'ont récupéré que vous allez recevoir ce courriel-là. Puis ça entraîne après une autre victimisation. Si vous répondez au courriel, vous pouvez être victime d'hameçonnage, etc., etc. Donc, même une adresse courriel où vous pensez, bon, si ça n'a pas d'importance, ça a quand même de la valeur parce qu'il suffit d'envoyer un courriel qui va vous persuader que c'est possible. Vous allez y répondre et c'est comme ça que vous pouvez devenir victime d'un cybercriminel. Donc, toutes vos informations sont importantes. Juste renchérir sur ce que Cécilia a dit, l'importance et l'évaluation qu'on fait justement de la valeur de notre adresse courriel. On peut penser que c'est rien, c'est n'importe quoi, mais justement, comme Cécilia vient de dire, c'est une porte d'entrée pour une future attaque. Donc, il faut réfléchir à qui est-ce qu'on donne notre adresse courriel et pourquoi. Est-ce que c'est une raison légitime? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de la donner? Parce que, on le voit, malheureusement, moi je le vois de plus en plus par défaut de métier, puis dans les nouvelles, dans les médias, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se font cyberattaquer et qui sont victimes de brèches de données. Donc, le flux de données, ils ne payent pas les rançons, peu importe, et les données des utilisateurs, des employés, des clients se retrouvent sur le dark web. Donc, votre adresse courriel que vous avez donnée, que je vais vous donner comme exemple chez un revendeur de linge, on va dire HomeSense et Winners, pour s'en les nommer, qui vous demande, c'est pour des fins de promotion, c'est pour vous envoyer une facture électronique, peu importe les raisons pour lesquelles ils vont vous justifier la nécessité ou vous demander votre adresse courriel, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire, puis c'est quoi le niveau de sécurité qui est derrière justement la conservation de mon adresse courriel. Généralement, il n'y en a pas de sécurité. Elle est très faible, elle n'est pas chiffrée, c'est très, très, très exposé et c'est risqué, justement, de le donner. Donc, un premier conseil, si vous pouvez le faire, arrêtez d'aller votre adresse courriel aux marchands. Non seulement parce qu'ils peuvent être victimes d'une fuite de données, mais on ne sait pas nécessairement clairement qu'est-ce qu'ils font avec notre adresse courriel. Il y avait eu une histoire dans les médias dans la dernière année par rapport à Home Depot, qui eux-mêmes
repartageait l'adresse courriel à Facebook, qui faisait un croisement de données sur l'habitude des consommateurs, l'achat qu'ils ont fait pour mieux personnaliser les publicités qui allaient être poussées vers ces personnes-là sur Facebook. Donc, faut poser des questions, c'est jamais bien dit, c'est la façon qu'on dépose, c'est défendu. C'est marqué dans le contrat d'utilisation qui s'engage, c'est marqué sur la facture qui est 1 mètre de long, puis que justement, le monde nécessairement, ils lisent pas. Mais c'est justement, l'adresse courriel, c'est une porte d'entrée. Donc, il faut faire attention à ce qu'on la met, il faut toujours prendre pour acquis qu'il y a un risque qu'elle soit exposée. Puis si on prend pour acquis qu'il y a un risque exposé à notre adresse courriel, vous en avez une que vous utilisez au jour le jour pour peu importe de raison, c'est une question de convivialité, mais celle-là, vous savez qu'il y a un risque potentiel qu'elle soit utilisée par un cybercriminel, mais il y en a une autre que vous donnez seulement à des institutions où vous faites confiance et qui sont très limitées. Donc, le gouvernement, votre institution financière et autres. On limite ça à 4 pour une adresse courriel séparée. Alors ça, c'est un super bon tip. On a tous retenu. Hein. Non, mais ça, c'est vraiment bon. J'ai une adresse courriel que je donne à n'importe qui. Ben, avec réserve, mais oui, on peut être un petit peu plus laxiste avec ça. Mettons, c'est une adresse courriel qu'on garde personnelle et une autre professionnelle ou sécuritaire. Ok. À ça, là, j'ai gagné ma journée, moi, c'est bon. Parce que moi, je donne la même à tout le monde. Non. Non, on arrête, Sophie, de faire ça, on arrête. Raymond Lafont voulait parler. J'ai une question, c'est que j'étais et je suis toujours abonné à 2 lettres d'investissement. Et à un moment donné, il y a déjà peut-être 2 ans, j'ai imaginé par après, vous avez donné mon adresse, j'ai commencé à recevoir des courriels sur des placements, des suggestions de placement. Bon, bien, je suis allé, après une couple de semaines, je suis allé, j'ai fait unsubscribe. Ben là, j'en ai reçu au moins 10 fois plus certaines années. Et là, j'ai commencé à simplement les bloquer le contact. Donc, vous êtes les blocs de contact. Et là, j'en ai des centaines qui sont bloqués. Ce qui veut dire que mon adresse est devenue moins efficace. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Alors, malheureusement, la loi anti-pourriel canadienne est une belle loi. Ne marche pas. Ce que ça veut dire par elle ne marche pas, c'est que vous comprenez bien que quand l'émetteur du courriel ne se trouve pas au Canada, ça ne marche pas. Donc, on clique sur Unsubscribe, et puis là, il dit tu t'es désabonné de chez moi, je vais le donner à quelqu'un d'autre, c'est pas grave, passer la POC à quelqu'un, et je vais pouvoir revendre. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle à part bloquer l'émetteur. Il y a des applications, il y a des extensions qui existent pour nos boîtes courriel pour ça. Il y en a de très bonnes sur Gmail, par exemple, des extensions. Mais il n'y a pas de recette magique. Je ne vous le cache pas, c'est pour ça que Hakim propose la solution de la double adresse, parce qu'il n'y a pas de solution magique. C'est un gouffre, j'en suis moi-même victime. Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer tout dans les indésirables? Oui, une bonne partie. Est-ce que ça va marcher à chaque fois? Non. La masse est tellement importante. C'est une forme de fléau. C'est pour ça que les lois anti-pourriel existent, mais la réalisation, la manière de les appliquer est vraiment complexe. Vraiment. Je pense que on a évoqué dans le magazine, et puis je remercie beaucoup Mélanie Couéclat, qui nous a donné son témoignage dans le magazine. Mélanie, je trouve ça vraiment généreux. Parce que je trouve que ça prend du courage de dire qu'on a été victime. Moi-même, j'ai été victime de Revenu Canada. Je trouve ça dur de le dire parce qu'il y a une certaine difficulté à l'admettre, mais en même temps, on est tous des victimes potentielles ou présentes. J'ai été rassurée quand les messieurs de cybercriminalité m'ont dit qu'eux aussi, ils l'ont été. Ça m'a fait presque plaisir. Mais je trouve que ce qui est important dans ton histoire, Mélanie, si je l'ai bien compris, c'est que tes informations, ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, ont été utilisées, alors non pas pour te voler de l'argent, mais pour blanchir de l'argent. Alors Bertrand Milot a regardé le cas avec Mélanie quand on a travaillé sur ce magazine-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que nos informations, elles sont pas seulement monnayables, elles sont pas seulement
Et c'est pas forcément nous la victime tout de suite directe où on va nous demander de l'argent. Parfois nos noms, notre prénom et d'autres choses vont être utilisés à des fins criminelles. Et puis ça c'est embêtant. On comprend l'impact que ça peut avoir dans une vie. Oui, et puis on est sur un cas d'investigation en ce moment qui est assez problématique. Évidemment, je n'en parlerai pas parce qu'il est confidentiel, je peux juste vous donner comment il fonctionne. On est en train d'enquêter sur un cybercriminel qui a impersonnifié quelqu'un avec une profession très spécifique pour faire des actes extrêmement illégaux, qui sont directement liés avec la profession de la personne. Et pourquoi le cybercriminel a cette volonté-là de se mettre en arrière d'une personne? Parce que c'est la meilleure anonymisation pour lui. Se rendre anonyme, c'est être quelqu'un d'autre. C'est pas être personne, c'est être quelqu'un d'autre. Parce qu'on va pouvoir attribuer les actes à cette autre personne, à la personne légitime. Donc, en ça, l'impersonnification, le fait que le cybercriminel se transforme en quelqu'un d'autre, c'est-à-dire revêt votre visage, votre masse, votre identité numérique, eh bien, il va se dissimuler, il va créer une identité de protection qui est vous, pour faire des actes malveillants. Alors là, excuse-moi de poser cette question, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Parce que il s'est fait passer, donc le cybercriminel ou le réseau cybercriminel s'est fait passer pour cette personne. Et donc là, maintenant, quel est l'impact sur cette personne? Alors c'est très simple, et c'est très malheureux, puisque les actes malveillants ont été détectés par l'entreprise de cette personne, et cette personne a été licenciée de son entreprise. Évidemment, vu la gravité du méfait, l'entreprise ne pouvait pas garder quelqu'un sur son siège le temps de l'enquête. Donc la personne a été licenciée, mais pas que, sa réputation est très très entachée parce que les faits sont gravissimes. Et pour réussir à faire en sorte que cette personne retrouve sa réputation, ça va se compter en années. En années. Donc la vie de cette personne est brisée. Voilà. Alors, bon, on va essayer de... Parce que la gorge un peu nouée. Véro, je te donne la parole. Est-ce qu'on a pu arrêter certains de ces Alors, celui de Revenu Canada, effectivement, est-ce qu'on a vu les trouver ou qu'elle les non. Oui. Non, parce que malheureusement, les hautes hiérarchies de ces organisations criminelles sont très peu touchables. On arrive à toucher ce qu'on appelle les troopers, c'est-à-dire ou les mules en français, qui sont parfois les mules, c'est-à-dire des troopers, ceux qui font certains actes de blanchiment, s'ignorent elles-mêmes qu'elles sont des criminels, hein, faut le savoir. C'est-à-dire que certaines mules ont l'impression de faire du travail de secrétariat à distance, c'est tout à fait normal. Mais en fait, ils font du blanchiment d'argent pour une organisation criminelle. Et on ne peut pas les blâmer puisqu'ils ont eu un entretien d'embauche avec une personne avec une cravate rose, puis un complet, et puis un jean. Ah non, c'est pas moi. On ne peut pas blâmer ces gens-là, ce qu'on appelle les mules qui s'ignorent, mais c'est juste pour vous dépeindre que l'organisation criminelle est quand même complexe. Oui, les autorités arrivent à démanteler une partie des couches basses de ces organisations, mais je vous mentirais en disant que c'est formidable et que ça fait une job magnifique sur la haute hiérarchie, c'est très compliqué. Pardon? Oui, ce sont les pôles de la créativité. Oui. je veux juste savoir, est-ce que, je sais pas si j'ai pas encore lu le magazine, mais est-ce qu'il y a un endroit où vous donnez des suggestions d'applications pour nos courriels? Parce que même l'application elle-même, je suis méfiante ici, comme je veux savoir quels sont les meilleurs outils. Alors là, je vais répondre. En fait, Chloé, on allait t'appeler pour faire une demande de subvention avec la FAGEF, pour justement faire des vidéos là-dessus. Donc... parce que je crois que ça manque, absolument. Oui, parce que c'est vrai que c'est quoi les solutions, en fait? C'est que là, on est dans déjà, c'est le savoir qu'on peut être victime
Et ça c'est clair. Je ne vais pas répondre à la place des experts, mais je crois que nous, en tant que journal, en tant qu'organisme et d'association de juristes, etc., on en a un petit peu parlé avec Tariq aussi, on a aussi cette responsabilité, la responsabilité sociale, d'éduquer, de sensibiliser. C'est ça que vous attendez de nous. Alors, je pense que c'est notre rôle de le faire, comme on a fait cette journée-là, de commencer à être sensibilisé. Ok, je réponds pas à tous les courriels, je réponds pas à tous les appels, je ne sens pas le sentiment d'urgence. Tout ça, on peut le donner aujourd'hui, mais je pense qu'après, les petits trucs auxquels moi j'ai eu accès en travaillant avec eux et en pouvant poser la question, c'est important qu'on le donne à tous les autres, pour pas loader la clinique de cybercriminologie d'appel. On va peut-être faire des vidéos qu'on pourra distribuer largement, mais peut-être que vous avez déjà une réponse pour ça. Je pense que au lieu de dire quelle application spécifique on a besoin, c'est plus d'aller chercher dans les caractéristiques. Donc, si je veux une adresse de messagerie, qu'est-ce que je veux dans mon adresse de messagerie? Qu'est-ce qu'elle m'offre, en fait, qui est sécuritaire? Donc, on va chercher peut-être une qui crypte mes messages, par exemple. Donc, parce que les produits, c'est des gens qui vendent des choses, donc il y a toujours un risque commercial. Donc, au lieu je dirais, de promouvoir un produit en particulier, c'est mieux de promouvoir des caractéristiques, de savoir, ma messagerie, il faut qu'elle ait telle fonction. Mon application, par exemple, pour gérer mes mots de passe, et telle fonction. Et puis, en plus, c'est une information qu'on peut communiquer à tout le monde, au lieu de dire à tout le monde, non, achète juste tel logiciel ou achète juste tel logiciel. C'est mieux de dire aux gens, non, si tu veux une adresse courriel, assure-toi qu'elle ait telle et telle fonction, puis c'est une meilleure information à donner à tout le monde, à son entourage, et en même temps, on fait de l'éducation en même temps aussi, là, sur la sécurité. Juste pour rebondir, puis te remercier pour ta question, parce que c'est une question qu'on s'est posée à la clinique, puis à chaque fois qu'on intervient auprès des victimes, qu'on répond à la question, à la demande, ça revient. Qu'est-ce que je fais? Comment que je fais pour trouver quelque chose de sécuritaire et tout? Puis on travaille justement là-dessus, sur le développement de plusieurs guides qui vont être capables d'informer le public puis qui vont être disponibles en ligne sur notre site. C'est des guides qui existent déjà, mais qui existent surtout ailleurs. Donc, quand je dis ailleurs, c'est à l'extérieur de la francophonie canadienne. Donc, c'est des guides quoi faire quand si, comment choisir et tout. Ces guides-là sont disponibles en France sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, je crois que ça s'appelle. Ils sont disponibles aux États-Unis également, mais ne sont pas disponibles au Canada en français, ce genre de guide-là. Donc, c'est pour ça que nous, on va travailler puis commencer à les développer. Je vous invite tous à aller voir le site du gouvernement Penser cybersécurité en attendant. Mais d'ici là, nous, on travaille pour la prochaine année sur le développement de ces guides-là qui vont être disponibles sur notre site en permanence. On va pouvoir transformer en capsules vidéo pour faciliter leur compréhension plus tard. Mais il va y avoir justement des guides pour vous informer puis vous éduquer là-dessus. J'aimerais juste ajouter que c'est nous les choses intelligentes. Quand on a un téléphone intelligent, c'est pas le téléphone qui est intelligent. C'est notre utilisation du téléphone qui est intelligente. C'est un abus de langage. Donc, un cerveau bien éduqué fera toujours une meilleure job qu'une application automatisée. Donc, comptez sur vous. Comptez sur votre écosystème, votre vigilance. On n'a jamais rien fait de plus beau que notre cerveau. Première chose, c'est quand quelqu'un pose une question, est-ce qu'on peut la répéter de façon à ce que tout le monde puisse entendre en 2 mots avant de répondre? J'aurais dû le faire, vous avez bien raison. La deuxième chose, c'est qu'on a, dans pas longtemps, de ce qu'on a abordé, des cookies. Alors, je vais répéter ce que le monsieur a dit. Il a dit bravo pour la modération, c'est excellent. Il n'y a rien à changer. Bon, il m'a un petit peu dit que quand même j'aurais dû répéter les questions, je dois l'avouer. Et puis, c'est monsieur Campo? Non, vous êtes monsieur Campo, c'est ça. Monsieur Campo nous demandait les cookies, la gestion des cookies. Est-ce qu'on peut comprendre les cookies? Moi, j'active. En fait, j'ai accepté. Et puis des fois, quand je mets accepté quand je trouve pas la barre. Est-ce que c'est correct?
C'est parce qu'il y a des fois on peut accepter ou des fois on peut refuser. Oui. Alors vous voulez savoir s'il faut accepter ou s'il faut refuser. À quand accepter et quand refuser. Quand c'est la liberté, vous dites. Donc, je pense que tu as une partie de la réponse. En réalité, ça dépend vraiment de l'utilisation. Je crois que c'est Toph ici qui expliquait que c'est vraiment le contexte qui définit la solution qu'on doit utiliser. Je sais pas comment, mais c'est vraiment ça le secret, c'est que si vous avez une utilisation, une transaction à faire avec le site régulièrement, la banque, évidemment, bah oui, vous autorisez les cookies parce que ça fait partie de leur méthode de vérification que c'est bien votre environnement, parce que le cookie, c'est ce qui reconnaît votre environnement, votre ordinateur, votre session, vous-même, ça utilise une partie des variables d'environnement de votre ordinateur pour vous reconnaître. D'accord ? Donc, sur des sites transactionnels que vous utilisez régulièrement, oui, les cookies sont utiles. Ils ont une utilité de contrôle et de sécurité. Sur un site qui, lui, est plus à titre, disons, de loisir, et que vous allez utiliser de façon non régulière, évitez de les activer. Voilà. Je peux pas plus... Non, mais je vais y aller d'expérience personnelle pour partager ça avec vous. Qu'est-ce que moi je fais? Je suis sur un site, on me demande des cookies. À chaque fois, c'est j'accepte pour en savoir plus d'options et tout. Et on vous donne de facto la possibilité de juste accepter ce qui est strictement nécessaire. Quand cette option-là est possible, on la choisit et on y va, on consulte. Il y a toujours je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est pas tant nécessaire, mais les cookies ont oui des utilisations pour valider l'identité de la personne qui est là, mais aussi à des fins de marketing et autres. Puis il y a plein de cookies qui peuvent être utilisés par les cybercriminels qui sont implantés sur un site pour justement récolter des informations sur vous. Donc, évitez d'accepter si c'est pas quelque chose de confiance, que vous savez qu'ils ont une bonne hygiène, une bonne hygiène en cybersécurité, eux autres mêmes. Donc, gouvernemental, ils ont beaucoup à perdre avec une cyberattaque, donc ils mettent le paquet pour justement renforcer, pour contrer ce genre d'attaque-là, puis cette implantation-là de cookies malveillants. Mais des sites, je veux pas embarrasser le magazine de la liberté, mais d'autres magazines, pas le magazine de la liberté, donc, oui, cela est bon. On va devenir encore meilleur dans les prochains mois. Oui, vas-y. Mais c'est facile avec l'actualité parce que c'est là qu'on va avoir toujours, puis même sur le site de la CNIL, vous allez avoir une demande par rapport à autoriser les cookies. Mais si vous avez la possibilité, on refuse. C'est pas nécessaire. Vous allez avoir le strict nécessaire pour justement que le site soit fonctionnel. C'est ce que vous avez besoin. Le plus, c'est un bonbon pour le site, puis c'est bien correct. Ils n'en ont pas besoin nécessairement non plus. Donc, on oublie, on y va avec le strict nécessaire. Autre chose, les sites qui sont plus européens, vous refusez les cookies, vous n'avez plus accès au site ou au contenu. On n'accepte pas plus. On va chercher l'information, le contenu qu'on veut ailleurs. On ne donne pas cette autorisation-là pour avoir accès au contenu ou s'enregistrer, se créer un compte, encore moins. Si c'est pas accessible de manière publique, si on nous demande justement d'autoriser des cookies, de perdre ce contrôle-là que Bertrand mentionnait tantôt, on oublie et on va chercher ailleurs. Il y a toujours une autre option. Alors, on parle de... Tu voulais parler, Gaïane? Tu voulais poser une question? Vas-y. Oui, récemment, il y a de plus en plus de banques qui nous demandent... Est-ce qu'on peut donner un micro à Gaïane, s'il vous plaît? On a un athlète qui vient te porter le micro en courant. La liberté, on fait tout. Oui, bonjour. Récemment, il y a de plus en plus de banques qui nous demandent notre numéro d'assurance sociale, NAS. Alors, et bien sûr, les gens qui sont en train de demander à la banque une hypothèque, etc., donc ils sont demandeurs. Alors, et c'est là où aussi ils vont pas demander si c'est obligatoire ou non, et puis ils vont donner. Et je sais que normalement, la banque n'est pas censée nous demander ça parce qu'il y a d'autres informations plus chiffrées qu'ils ont besoin. Alors, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on peut signaler les banques? C'est pas toutes les banques qui font ça, mais on remarque une tendance. C'est complexe parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire où la banque est en train de devenir un concierge numérique, c'est-à-dire le concierge de l'identité numérique. Donc le fait que
la banque va devenir le tiers de confiance. On a eu cette discussion il n'y a pas une heure. Va devenir le tiers de confiance du gouvernement. Le gouvernement, surtout sur la portion revenus, gestion du revenu et de l'impôt, a besoin du numéro d'assurance sociale, vous en doutez bien. Mais vous avez raison. La banque, dans sa théorie pure, n'a pas besoin du tout du numéro d'assurance sociale. Merci. Juste avant qu'on passe à une prochaine question, juste rebondir. À chaque fois que vous avez une interaction avec votre institution financière puis qui vous redemande votre numéro d'assurance sociale, c'est pas le numéro la demande qui est problématique, c'est le fait que le numéro d'assurance sociale sert tellement à beaucoup de choses qui soient nécessaires pour faire des vérifications qui vont vous prétendre, qui vont justifier justement la demande pour vérifier votre dossier de crédit, que tout va bien, qu'on n'a pas trouvé autre chose. Donc, cette vérification-là, puis cette nécessité-là, puis la dangerosité ou la vulnérabilité qu'a notre numéro d'assurance sociale est problématique. Donc, il faut revoir non seulement nos façons de faire par rapport à toutes les informations qui sont rattachées à notre numéro d'assurance sociale, puis qu'est-ce que ça implique, justement, une perte de numéro d'assurance sociale ou l'usurpation d'un fraudeur, puis le changer, mais ça fait des années que le gouvernement se pose ces questions-là, puis essaie de revoir ses façons de faire à ce niveau-là, puis d'en créer un meilleur modèle. Mais malheureusement, on est pris avec ça, et les institutions financières, ils vous le demandent à chaque fois, parce qu'il y a une revérification à faire, puis c'est une façon pour eux de vous redemander votre consentement d'aller faire une vérification de votre dossier de crédit et autres. Et il y a aussi le fait que, entre une branche et l'autre des institutions financières, techniquement, ils n'ont pas accès à ce genre d'informations-là, donc ils en ont besoin encore une fois, parce qu'ils ne se parlent pas à ce niveau-là, ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à votre numéro d'assurance sociale. Ce que vous pouvez poser comme question, c'est, d'accord, je vais vous donner mon numéro d'assurance sociale, qu'est-ce que vous faites avec? Comment est-ce qu'il va être communiqué? Est-ce que ça va être sécuritaire? Comment est-ce qu'il va être entreposé? Est-ce que ça va être chiffré? Posez des questions. Demandez. C'est fort probable que la personne à qui vous posez cette question-là ne soit pas capable de répondre à vos questions. Demandez à ce qu'un expert vous contacte, vous rappelle, puis vous donne ces informations-là, puis qu'il prenne le temps de bien vous les expliquer jusqu'à ce que vous compreniez. C'est votre droit de bien comprendre qu'est-ce qui est fait avec votre identité. Raymond Lafont. Sur cette question-là, j'ajouterais que, d'accord, faire bien attention par le truchement d'Internet. Mais pour ouvrir un compte bancaire, vous devez donner votre numéro d'assurance sociale. D'ailleurs, ils ne peuvent pas rapporter d'intérêt quoi que ce soit à Revenu Canada sans y apposer votre numéro d'assurance sociale. La banque ne peut pas vous ouvrir un compte sans votre numéro d'assurance sociale. Donc là-dessus, on n'a pas le choix. C'est au quotidien qu'ils n'en ont pas besoin. Pour ouvrir le compte, effectivement, pour émettre les interactions avec le Revenu Canada, oui, bien sûr. Mais théoriquement, au quotidien, la banque n'a absolument pas besoin de numéro d'assurance. Au quotidien. Alors, nos données, donc on est, je ne sais pas à peu près combien dans cette salle, peut-être une soixantaine. Sur 60 personnes dans la salle, on est combien, d'après vous, là, à avoir nos données sur le dark web? Comment? 59. Alors, il y a 59 ici. Oh, j'adore, j'ai rêvé de faire, vous savez, l'enchérisseur. Attends, 59. Combien vous pensez? 82. Combien? 82, qui c'est qui a dit 82? C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs itérations par personne, ce qui pourrait être vrai. Je crois qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi le dark web. Ah, le dark web. Est-ce que vous savez ce que c'est le dark web? Eh bien, lisez le magazine. Il vient de sortir. Non, mais le dark web. Est-ce que, Bertrand, tu peux est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le dark web? C'est la fin de la journée, je fatigue, je dis n'importe quoi. C'est quand on sort du site web de la liberté. Mathieu Allard a dit c'est quand vous sortez du site web de la liberté, c'est le dark web. C'est très bon, ça. Bon, alors, Hakim m'a dit de faire simple. C'est un petit défi. D'accord, un petit défi. L'US Navy a créé un réseau chiffré pour ses espions. Jusque-là, tout va bien? Parfait. Quand ils ont plus eu besoin de ce réseau, il a été réutilisé par des chercheurs universitaires, des personnes qui étaient fanatiques de l'informatique. Voilà. Et puis après, ça s'est dégradé. Mais voilà, aujourd'hui, le Dark Web est un réseau chiffré qui utilise nos ordinateurs, okay,
pour héberger d'autres sites internet. Okay. Et ces sites internet du dark web, ce sont des sites internet que vous ne pouvez pas aller voir directement tel quel avec votre navigateur internet. C'est un réseau dans le réseau. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce réseau-là, il est plus grand qu'Internet. 14 fois plus grand. En données. Pas nécessairement en chiffres, mais en termes de données qui est stocké sur ce site. Exactement. Et c'est à partir de ce réseau-là que l'on trouve ce qu'on appelle les black markets, qui sont les marchés où on va vendre, où les cybercriminels vont vendre de la drogue, des armes, de la fausse monnaie, des faux papiers, et puis d'autres crimes et d'autres méfaits potentiels. Mais le dark web est aussi utilisé par des populations qui sont sous le joug d'une dictature, d'une censure, et ça leur permet aussi d'avoir accès à des sites d'information où Facebook, il y a un site dark web Facebook officiel pour permettre justement à ces populations de ne pas être enclavées dans cette censure de leur gouvernement. Donc, il y a beaucoup de choses pas bien sur le dark web, énormément, les cybercriminels s'en servent, c'est leur terrain de jeu, mais c'est aussi une forme de liberté pour des populations qui sont censurées. Mais c'est là que se retrouvent nos données. Donc, ce que j'ai compris en publiant ce magazine, c'est que nos données se retrouvent sur le dark web pour être vendues à des cybercriminels. Donc, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a des cybercriminels qui vont chercher la donnée, qui vont voler la donnée, d'autres qui vont la vendre, c'est ça, et d'autres qui l'exploitent. Exactement. Et chaque donnée a un prix. Donc un numéro de carte bancaire a un prix. Il y a des cartes bancaires fraîches, des numéros de carte bancaire volés où le cybercriminel sait qu'il y a un crédit élevé, avec beaucoup de transactions dessus. Et donc ça, c'est une carte bancaire fraîche premium pour le cybercriminel. C'est celle qui vaut la plus chère. C'est celle où il sait que les méfaits risquent de passer inaperçus pendant longtemps. L'adresse email, l'adresse courriel, c'est pour ça qu'Hakim a été très très insistant là-dessus, parce que les adresses courriel ont un prix sur le dark web. Les listes d'adresses courriel ont un prix. La date de naissance, toutes les données dont on a parlé avant ont un prix sur le dark web. Donc c'est ça, le dark web, il y a beaucoup de transactions pour échanger de la donnée, et ça marche par groupe. Donc par exemple, c'est toutes les données de santé de telle région. Le passeport canadien, le format du passeport canadien. Donc là, on peut acheter un exemplaire vide du passeport canadien. Alors, donc, la réponse, c'est quoi? C'est plutôt 59 sur 60 qui sont... Donc, la question, c'était combien, si on est 60 dans cette salle, combien de personnes ont leur nom ou leurs données ou leurs informations sur le dark web? Alors, j'ai 59, j'ai eu 82. 57, c'est 60. 60. On est là aussi. Moi, j'y suis. Toi, tu y es? Sûrement, ouais. Moi, je sais qu'au moins une de mes 7 adresses courriel s'y trouve. Mais tu l'as enlevé, non? Non, elle sert plus à rien. Je peux pas l'enlever ou rien, je peux pas l'enlever du dark web. Elle est là, elle existe, il n'y a rien à faire. Donc, cette boîte courriel-là, je l'ai jetée, je l'utilise plus. Donc, ça veut dire que alors, comment on sait si on est sur le dark web, quand même? Comment on sait? Alors, vous avez deux solutions. Soit vous allez achaler notre ami Adrien, qui se fera un plaisir de vous le dire à la fin de la session, ou si vous voulez pas que personne ne le sache et que vous voulez faire ça tranquillement dans le confort de votre petit nid douillet, je vous recommande le Hasso-Plattner Institute, qui est un campus d'éducation en Allemagne, qui a eu un projet de recherche et qui s'appelle HPI, donc Hasso-Plattner Institute. Vous avez juste à taper sur Google HPI, Identity Checker. HPI, Identity Checker. Ça, c'est pas dans le magazine. C'est dans le prochain.
C'est une exclusivité pour vous ce soir. Parce qu'il fallait en garder un peu. Oui, J'étais pressée. Sur Google, on tape juste HPI, Identity Checker, et on va tomber sur le site du Hasso-Plattner Institute. Alors, les résultats que peut vous donner Adrien sont plus complets. Mais, si vous voulez être, je dirais faire ça dans le confort de votre nid douillet, vous avez une manière de vérifier qui est un projet universitaire très louable et qui est sécuritaire. Je viens de faire HPI Identity Checker avec Google. J'ai deux publicités. Un qui est verif.com, l'autre est idmerit.com. C'est pas les pubs. C'est pas des pubs. On clique jamais sur les publicités. On clique jamais sur les pubs. Alors, c'est. OK. Alors, j'ai deux pubs, je pense. Et puis. OK. On ne clique jamais J'ai sur les comme. pubs Google. Mais utilisant Google, j'ai eu deux résultats avant. Pas des résultats, des pubs. Des pubs. Alors, les pubs, c'était. Une pub n'est pas un résultat. Oui, mais. Ouais, Les pubs, c'est pas bon. oui, je suis d'accord. Mais juste, en faisant l'exercice, j'ai vu deux sites qui voulaient être comme ce site-là avant de trouver le vrai site en dessous des pubs. C'est tout le principe de la pub, c'est pouvoir dépasser la concurrence. Ouais, d'accord. C'est pour ça que quand je tape RBC sur Google, il y a BNC qui arrive avant. Ouais. Alors, j'ai cliqué le bon site. Merci. Mais justement, juste relancer sur l'idée de la publicité malicieuse, le malvertising en anglais, les fraudeurs, comme n'importe qui, peuvent facilement aller se créer un compte chez Google, Google Ads et tout, et pousser les publicités pour faire booster justement l'accès et la visite sur leur site à eux, qui sont complètement illégitimes. Donc, dans un cas justement comme on vient d'exposer, vous cherchez un site, vous avez des résultats qui vont vous être poussés, qui vont ressembler à celui que vous cherchez. Et détrompez-vous, dès que vous voyez sponsorisé, on ne fait pas confiance à ça. Dès qu'on voit que c'est commandité, on ne fait pas confiance à ce qu'on voit comme information dans les résultats de recherche. On ne clique pas. Parce que c'est justement manipulé, puis c'est payé. C'est payé pour être là, puis sortir dans les résultats. Et les fraudeurs, les cybercriminels, utilisent cette technique-là pour pousser des sites qui vont avoir une adresse URL, une adresse Internet similaire à celle que vous avez fait de votre recherche, qui vont pousser, puis ils vont vous laisser croire que justement, celle-là est légitime, c'est le site que vous cherchez qui a fait cette publicité-là. Évitez de cliquer sur les publicités sur Internet en général, surtout dans les recherches Google. C'est pour ça que quand je clique RBC, ça met Robbery Bank of Criminal. Peut-être. Par rapport à ça, mais les mots de passe, ça brûle depuis tout à l'heure. Tu m'inscris à quelque part, on me demande un username, puis ensuite on me demande un mot de passe. Puis après ça, on me demande est-ce que vous voulez l'avoir automatique? Oui ou non? Est-ce qu'on parle de l'entrée automatique dans le site, puis qu'on soit toujours authentifié? Puis qu'on se rappelle de mon mot de passe automatique? Oui, non. On dit non parce que la minute qu'un cybercriminel va avoir accès à votre navigateur, va avoir accès à votre appareil, peu importe, puis ça, c'est difficile à détecter, de un, mais ça se fait. Il va avoir accès justement à ce contenu-là, puis il va pouvoir facilement retourner sur ce site-là, puis avoir justement rentré sur le site sans qu'il y ait une authentification qui soit nécessitée. Donc, pas une validation de votre part. Donc, on enlève la sécurité, l'utilité d'avoir un mot de passe, tout simplement. On a ouvert la porte, puis on la laisse grande ouverte. Odette vient. Merci pour la transition. Elle est parfaite, cette Odette. Je l'invite à toutes les conférences. C'est la transition sur l'hygiène numérique. J'aimerais qu'on finisse là-dessus. Après, vous pourrez aller voir notre ami Adrien Lassalle pour vérifier si vous êtes sur le dark web. Mais en attendant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on rappelle des petits détails d'hygiène numérique à prendre en compte. Juste en 24 heures, j'ai appris qu'il était essentiel que j'utilise une clé de voûte pour avoir un mot de passe qui allait encrypter mes autres mots de passe. C'est un petit tip qui vraiment aide, et vous en avez probablement d'autres. Est-ce que vous pouvez déjà parler de celui-là, la question des mots de passe, parce qu'on a 300 mots de passe avec tout maintenant. On a besoin d'un mot de passe pour tout. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire? Oh, excuse, j'ai fait la vérification. Mon mot de passe a été
potentiellement télécharger 2 fois. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse et mon numéro de téléphone. On a tous ça, Mathieu. Ouais, mais... Non, mais... On a tous son numéro de téléphone, Mathieu. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai, c'est et vrai. on sait tous où tu travailles. Mais mon mot de passe, par exemple, sur 2 sites privés, a été affecté. Alors, je présume qu'ils sont sur le dark web, parce que ces sites ont été affectés officiellement. Alors, wow! Puis c'est des sites dont je me rappelle avec lesquels je me rappelle avoir interagi. Alors, merci beaucoup pour le tip. Oui, la bonne chose, c'est qu'à un moment donné, à la Liberté, on a quelqu'un qui était parti avec son mot de passe. Avec le mot de passe il avait changé. Tu te souviens, Lisiane? Et puis on ne retrouvait pas, sauf qu'il y avait beaucoup de comptes qui étaient liés à cette messagerie-là, à cette adresse courriel. On le retrouvait pas. Et le jour où je rencontre Bertrand Milot avec ma collègue Lisiane Romain, on était en train de parler de choses, et puis là il dit, tu sais, comme par exemple, je peux faire de la recherche sur la liberté. Alors là, il cherche, puis il dit, tiens, par exemple, telle adresse courriel a été compromise avec son mot de passe. Et là, je le regarde, je dis, t'as le mot de passe? Parce que moi, ça fait 3 ans que je le recherche, ce mot de passe. La personne est partie avec. Donc le dark web, c'est aussi du bon. En tout cas, non, je plaisante, ça va. En tout cas, est-ce qu'on peut finir sur l'hygiène numérique? Merci pour le tip, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui vont faire comme Mathieu. Et on va finir donc sur l'hygiène numérique. Peut-être Ficilia, est-ce que tu veux embrayer sur l'hygiène numérique quelques conseils? Et puis pour les autres conseils, on vous appellera à la clinique. C'est sûr que le premier conseil, et puis de ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, là, c'est sachez ce que vous avez en ligne, ce que vous avez comme vos informations qui sont en ligne, votre adresse courriel, etc., vos photos, vos profils. Donc, ayez connaissance de ce que vous avez déjà en ligne. Donc, c'est comme un peu de faire un inventaire de ce que vous avez sur vous, en fait, qui est déjà disponible en ligne, avec qui vous avez des comptes, avec qui vous avez signé avec votre adresse courriel, etc. Donc, prenez connaissance de tout ça, puis ensuite, petit à petit, vous allez être un petit peu plus sensibilisé à faire attention justement à qu'est-ce que je donne, à qui je le donne. Puis ça, c'est vraiment le conseil, c'est qu'est-ce que je donne chaque fois, puis à qui je le donne, puis pourquoi je le donne aussi. Donc, ça, c'est vraiment des petits conseils. Après, il y a des conseils qui sont toujours plus spécifiques sur quand vous naviguez en ligne, évidemment, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas qui vous contactent? Souvent, on fait un peu moins attention parce qu'on se dit en ligne, ça peut être n'importe qui, mais on évite de rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est comme avec des enfants, on dit on n'accepte pas des bonbons d'inconnus. Nous aussi en ligne, on ne rentre pas en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, mais parfois, excuse-moi de te couper, moi par exemple sur mon Facebook, sur le Messenger, j'ai des gens que je connais et qui me contactent. Je pense à quelqu'un qui est même dans la salle, et cette personne m'a contacté en anglais, et donc j'ai compris que son compte Facebook avait été compromis, parce que cette personne m'a contacté en anglais, et vu la détermination de cette personne à sauvegarder le français au Manitoba, je pouvais savoir que c'était pas en anglais qu'il allait communiquer avec moi. Donc, mais heureusement que ça a été en anglais. Souvent, oui, c'est sûr qu'on va essayer de se faire passer. Ça arrive souvent sur Facebook. Là, on a un ami dont le compte s'est fait pirater, et puis on va commencer à demander en disant j'ai perdu ton numéro de téléphone, renvoie-le-moi, ou j'ai besoin d'argent, envoie-moi. C'est souvent, normalement, si c'est des personnes que vous connaissez, vous savez justement qu'ils ne vont pas vous demander de l'argent par Messenger, même s'ils disent ne pas avoir envoyé. Puis souvent, encore une fois, si c'est une personne que vous connaissez, vous l'appelez, vous essayez de la contacter d'un autre moyen, mais vous sortez de cette conversation-là avec cette personne que vous pensez avoir. Donc, c'est toujours avoir ces petits réflexes, encore une fois, ne pas agir dans l'urgence, prendre le temps de réfléchir, puis penser à un autre moyen, d'essayer de trouver une solution plutôt que de juste répondre directement à cette personne-là. Donc,
c'est vraiment, c'est des petits gestes qu'il faut adopter petit à petit dans sa vie, là. Mais c'est vraiment, je dirais vraiment, soyez, pensez en fait surtout à comment vous utilisez Internet à chaque fois. Ça me fait penser, Fécilia, qu'il y a une application, typiquement, c'est pas mal de solutions antivirus sur téléphone mobile, les vraies, pas les fausses, parce qu'il en existe des fausses malheureusement. Donc par exemple, je vais citer Avira, c'est celle que j'utilise sur mon iPhone. Avira me donne en temps réel, évidemment faut payer, parce que n'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. N'oubliez jamais ça. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Ok ? Donc, il faut payer un petit peu, mais ça donne une information très intéressante, c'est que l'application, si l'un des contacts qui se trouve dans mon téléphone a fait l'objet d'une perte de confidentialité ou d'une compromission potentielle, Avira va me le dire. Ça va me permettre d'activer une petite vigilance qui fait que si dans les 48 heures ou 72 heures, cette personne commence à me contacter de façon pressante, comme on dit, ça va me forcer un petit peu plus de vigilance. Mais je le répète, c'est votre cerveau, l'outil le plus intelligent. Donc ça veut dire que si par exemple, moi je suis victime d'une brèche de données et que je t'appelle, cette application va te dire que j'ai été victime d'une brèche de données et de peut-être pas répondre, c'est ça? Et de peut-être faire attention si tu m'envoies un SMS en anglais. D'accord. D'accord. J'aimerais qu'on parle juste, pour terminer, de la double authentification. Je crois que c'est quelque chose qui va ralentir significativement les cybercriminels. Souvent, on la passe, la double authentification, parce qu'on trouve que ça va pas assez vite. Vous voyez ce que c'est la double authentification? Est-ce qu'on devrait dire ce que c'est la double authentification? On va dire ce que c'est la double authentification, et pour ça, je vais laisser Bertrand vous dire. Alors, la double authentification, c'est le fait de vous authentifier avec un autre moyen que le mot de passe. Il y a 3 moyens de vous authentifier. Ce que vous savez, ça c'est un mot de passe. Ce que vous avez, ça c'est un équipement que vous avez, ça peut être un porte-clés, ça peut être une clé USB, ça peut être un téléphone. Et il y a ce que vous êtes. Et ça c'est la biométrie. Okay. Donc, 2 facteurs d'authentification, je vous en ai donné 3, c'est 2 des 3 cumulés. Donc la double authentification, c'est 1, le mot de passe, ce que vous savez, et ce que vous avez. Donc par exemple le téléphone, quand le téléphone vous envoie un petit SMS, quand le site vous envoie un petit SMS pour dire, voilà, tape ce code-là juste après ton mot de passe. Okay. Donc ça c'est la double authentification. Et aujourd'hui, sur la majorité des grands sites transactionnaires, sur la très grande majorité, il faut activer la double authentification. Et d'autant plus sur des réseaux sociaux où votre identité numérique est utilisée au quotidien. Je crois que c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on finisse? Et puis, parce qu'il est 5h20, on commence à 5h30 une autre petite chose, mais en tout cas, je pense que s'il n'y a pas de questions, il y a des questions? Oui? Mon nom c'est Brigitte Loubaka. Et en fait, ce n'est pas une question, mais c'est une préoccupation par rapport au fait que les écoles créent des adresses e-mail aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Parce que c'est un danger qui vient. C'est un danger qui nous guette. Et si on n'y prend pas, on n'y fait pas attention, ça risque de s'empirer et de créer des problèmes dans les familles. Je crois que déjà on va commencer par les journalistes qui vont écrire un article là-dessus pour essayer peut-être de sensibiliser, parce que je crois qu'en fait les directions d'école ne le font pas avec une mauvaise intention. Je pense que on est dans une ère où on est tous en train d'apprendre, et je pense que la première chose, c'est de se donner le bénéfice du doute. Alors, je pense qu'on va s'entendre pour dire que nos écoles ne veulent pas faire quelque chose de négatif pour nos enfants, mais que nous, en tant que journalistes, étant donné qu'on a vu que les enfants avaient des adresses courriels
et que les parents n'avaient pas forcément donné leur autorisation à ce qu'elles soient créées. Et si elles sont créées, dans quel contexte est-ce qu'elles sont créées, et avec quels sont les outils qu'on donne à nos enfants pour qu'ils s'en servent de façon sécuritaire. Donc je pense que ça, nous, en tant que journalistes, on pourrait faire quelque chose pour alerter. C'est ça notre métier. Et puis après, peut-être que vous avez d'autres réponses. Moi, ça, c'est ma réponse à moi. Ça doit pas être le but, effectivement. Le danger vient plus de la manière de l'exposer aux enfants. En soi, l'identité numérique va se développer à un moment donné de la vie de l'enfant. Comme j'ai dit, je suis pas sur Facebook, j'y suis quand même. Donc on y est malgré soi dans l'identité numérique avant d'y être officiellement, je pense. Donc le but, c'est d'outiller les écoles pour le faire correctement. Ça, c'est très très important. D'aider les écoles à le faire correctement, parce qu'il y a des manières de le faire correctement. Et puis d'éduquer les enfants pour qu'ils comprennent très très tôt ce que ça veut dire, ce que ça représente pour eux, et ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver. Et puisque les cybercriminels peuvent en profiter pour détruire les enfants ainsi que leurs familles, je ne sais pas, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Non, vous avez raison. Et je pense que c'est en créant des outils comme ce qu'on est en train de faire, en parlant avec des experts pendant des mois, parce qu'on a parlé depuis le début juillet, hein, donc ça fait des mois qu'on travaille avec ces experts-là. On a la chance à la Liberté de faire des projets comme ça de longue d'envergure qui nous permettent d'exposer ça. Alors, on va faire notre travail et puis on va essayer de rendre nos milieux un peu plus sécuritaires. Je pense que c'est un bon mot de la fin pour qu'on se sente tous impliqués et voilà. Donc, merci à tous, merci Bertrand Milot, merci Hakim Lamiel Lanani et merci Fissi Yarim de votre expertise. Merci Adrien Lassalle qui va répondre à toutes les questions jusqu'à minuit. On ne dépasse pas minuit pour le dark web. Hein. Ok, merci.